Bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui au Parlement à Strasbourg, au Parlement européen à Strasbourg, de recevoir la coordination rurale. Et je suis très honorée de recevoir deux responsables de ce syndicat agricole. À ma gauche, j'ai Christian Converse. Bonjour Christian, secrétaire du syndicat coordination rurale. Et à ma droite, j'ai Patrick Legras. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bien évidemment, nous avons passé ces dernières semaines à regarder les manifestations agricoles qui ont complètement pris toute l'actualité en France. Et ma première question est pour vous, Monsieur Converse. Pourquoi vous avez manifesté pendant 15 jours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles étaient les raisons de vos manifestations en France depuis 15 jours? Alors nous avons manifesté pendant 15 jours, disons que ça a commencé, les Allemands ont commencé avant nous. Nous, on avait déjà prévu au niveau de notre syndicat de commencer avant Noël, mais on a bien vu que c'était sans doute pas le moment. Donc tant que les choses se mettent en œuvre, disons, on est rentré dans le mouvement juste après les Allemands, et notamment c'est la hausse du GNR qui a mis quand même le détonateur. Voilà, donc les mouvements ont commencé sur le terrain. Nous sommes allés à la commission à Luxembourg il y a 15 jours maintenant, donc première rencontre avec les députés européens, pour vraiment leur faire part du malaise, puisque de toute façon, on sait que la politique agricole se décline dans vos grands bureaux, hein, Bruxelles ou Strasbourg où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vraiment la prise de conscience, puisqu'on savait qu'il y a une partie qui se joue à Bruxelles, l'autre partie qui se joue à Paris. Donc c'est pour ça qu'on se déplace, c'est pour ça que les mouvements... Entre les deux, les mouvements ont eu lieu. Les mouvements aujourd'hui, vraiment, les actions sur le terrain, dans le style où elles étaient, de barrage et tout ça, sont suspendues pour le moment. On passe à d'autres types d'actions. Mais disons que l'action va continuer. Les agriculteurs ne sont pas satisfaits du tout des annonces qui ont été faites à ce stade, qui ne résolvent rien. D'accord. Donc, vous me dites, d'un côté, vous êtes satisfait parce que vous avez eu des concessions, enfin des belles paroles du gouvernement. D'autre côté, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, tandis que voilà, les manifestations ont eu lieu? Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Les manifestations ont eu lieu. Les annonces du ministre, donc c'est sûr que les choses, on savait très bien qu'on n'allait pas tout régler en un jour. Donc, les rencontres avec le Premier ministre, où on a présenté nos mesures, de sortie de crise, puisqu'on pense que pour sortir de la crise, il fallait des mesures fortes que nous, on avait proposées. On ne les a pas retrouvées dans le discours final. Donc, tant dans la position aujourd'hui du Premier ministre que du Président de la République, on s'aperçoit quand même qu'il y a une modification du discours tel qu'il était avant. On a eu une écoute, on a eu une prise de conscience. Donc, c'est sûr qu'en termes de communication, on peut dire qu'on a pris une leçon, hein, puisque dans la communication, chapeau bas. Bon, mais après, dans les mesures, dans la déclinaison des mesures derrière, c'est pas du tout à la hauteur. Il y a des avancées, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Mais par contre, les mesures essentielles qui peuvent changer la face de l'agriculture demain ne sont pas dedans. Ce n'est pas possible. D'accord. J'entends très bien. La FNSEA, Monsieur Legras, ils ont appelé à arrêter les manifestations. Apparemment, pour eux, tout était bon. Ils sont rentrés chez eux. Quelle est votre position sur la suite maintenant du mouvement? Parce qu'on vient d'entendre de M. Converse que vous n'avez obtenu aujourd'hui que des paroles en plus que des paroles françaises. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez, ce que vous entendez faire dans les semaines, dans les mois qui viennent? Comme disait Christian, de toute façon, il fallait sortir de ce blocage, je dirais, en France. Pourquoi? Parce que ça avait monté volontairement avec, je dirais, les forces de l'ordre qui avaient mis un blocage à près de 150 km autour d'une partie des gens du 47, enfin des agriculteurs du 47, donc du côté de la Loire. Donc on avait quand même 90 gardes à vue, que j'ai été moi-même à Rungis avec Christian, on a été récupérés. Donc il fallait qu'on sorte de ce dossier, reprendre un peu de force, réorganiser. Et le but, de toute façon, c'est de revenir sur le terrain en changeant en fait les moyens d'action. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici, pour connaître vraiment quelle était la responsabilité et comment était, je dirais, déclinée la politique agricole. Et je me suis rendu compte, on s'en est rendu compte, qu'en fait les 4% de jachères qui nous ont été annoncés supprimés, en fait, c'est devenu 7% de cultures sans traitement. Donc ça, on ne nous l'a pas dit. Donc, comme d'habitude, des belles paroles, mais plus on va gratter sur le dossier, plus on se rend compte que ce qui nous a été annoncé, c'est plus, je dirais, de l'enfumage que de la réalité. Donc,
comme on a dit qu'on n'arrêterait pas, mais qu'on était à l'écoute et à l'attente des nouvelles décisions, on va remettre dès le début de semaine prochaine une certaine démarche en place, mais voilà, on en parlera plus en début de semaine parce que là, on doit se consulter, on va voir avec les gens qui sont sur le terrain, mais c'est sûr que là, les premiers retours que l'on a ici, ça ne correspond absolument pas aux engagements qui ont été pris à Paris. D'accord, Oui. d'accord. Sous quelle forme, M. Converse, est-ce que vous pensez que vous allez continuer vos manifestations ? Alors on va continuer. On va attendre maintenant quand même la déclinaison des mesures qui nous ont été annoncées, hein, puisque tout va jouer. Donc c'est sûr que quand on annonce 400 millions d'euros d'aide, ben, ça y est, ils débloquent de l'argent pour les agriculteurs. Il faut savoir que ça représente 1 000 € par exploitation. Donc les 1 000 €, à vrai dire, au stade où on en est, nous, coordination rurale, où on n'a pas envie de vivre d'aide, mais de prix, on a presque envie de dire non. Bah quoi. oui, bah hein, oui. c'est pas ces mesures-là qui Bah vont oui, sauver bah l'agriculture. Donc là, on reste vraiment... Alors après, les promesses sur la transposition des normes, sur tout ce qui a été annoncé, qui est dans ce paquet-là, qui pour nous n'est pas négatif, sur la politique de l'eau, sur les clauses de sauvegarde, les clauses miroirs, il y a des avancées, il y a un bon sens qui est donné. Donc tout ça, maintenant, il faudra que ça se traduise. Donc là, on va suivre vraiment, marqué à la culotte, comme on dit. Il faudra que ça se concrétise. Après, la forme, donc les agriculteurs, à un moment, on savait que ces actions, on ne veut surtout pas. Ce mouvement, il a permis de faire prendre conscience à la population vraiment de l'enjeu. Et quand on a autant de pourcentage de population qui nous soutient, c'est le bien le plus précieux. C'est surtout que c'est celui-là qu'il faut qu'on garde. Donc nos mouvements de blocage auraient pu conduire à changer l'opinion. Donc on n'est sûrement pas là pour embêter l'opinion. Je crois que l'opinion a compris. Les politiques, ils ont entendu. S'ils n'ont pas compris, c'est un vrai problème. Le chef de l'État a dû comprendre. Donc si, avec tout ça, on n'arrive pas à faire évoluer les choses, ben, je ne vois pas ce qu'il faut qu'on fasse. Passer à des actions violentes, non. Donc la poursuite, bien sûr, ça sera des actions coup de poing. Des actions coup de poing, dans direction sans doute les grandes surfaces, pour continuer cet aspect pédagogique des choses. Les agriculteurs sont complètement déterminés. Si on est arrivé à un mouvement comme ça, initié peut-être par les syndicats, mais rejoint par tous les non-syndiqués, ça veut dire que l'exaspération est totale. C'est ce qu'on a bien fait passer comme message. Il nous faut des mesures d'urgence en termes de trésorerie. On n'a rien qui va vers une confortation des revenus. On n'a rien qui va vers la politique d'installation des jeunes, de la transmission de nos exploitations. Comme on est là, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais je crois que c'est clair que comme on est là, on se dit que le métier est foutu et que, bon, si on reconnaît quand même la capacité des agriculteurs à produire tous ces produits de qualité, nous, ce qu'on demande, c'est plus de transparence. Plus de transparence devrait apporter plus de sécurité. Que nous, on arrive à avoir des prix pour les producteurs, mais qu'aussi les consommateurs arrivent à avoir accès à nos produits. Mais tout ça, on sait très bien que c'est jouable. Il y a tout l'intermédiaire entre la production et la distribution, puisque là, on a des secteurs d'activité qui se portent très bien. Mais néanmoins, le chapeau de tout ça, ça se passe ici, ça se passe chez vous. Donc les commissions, les technocrates et tout ça, les agriculteurs, jusque-là, on veut que les politiques aient réellement le pouvoir, que le pouvoir, ça soit les élus qui l'aient, et que ça se décline sur le terrain, sinon les agriculteurs ont de quoi désespérer, et pas que les agriculteurs. J'entends très bien, on a entendu beaucoup, vous parlez d'agriculture, vous parlez du secteur des agriculteurs, mais en fait, vous n'êtes pas là uniquement pour défendre le secteur agricole. Il y a toute la ruralité en France qui est concernée par votre combat, puisque les agriculteurs font vivre les villes et les villages de la France, ont des filières dans la nourriture des animaux, dans la construction des bâtiments agricoles, dans l'entretien des engins agricoles. Votre combat, c'est aussi un combat pour la ruralité, non, Monsieur Legras? Je pense que c'est pour ça que les gens ont pris conscience que le malaise agricole était également un malaise de la France de la terre, de la France des vraies racines, ce qu'on nous a appris quand on est jeune, les roots, ce qu'on appelle les roots, puisqu'on est en Europe, là. Mais je pense aujourd'hui, quand je discute, puisqu'on a pu discuter avec d'autres personnes, que le malaise aujourd'hui de ce Parlement, c'est qu'entre la commission agricole et la commission environnement, on a un système environnemental qui a pris le pas sur le système de l'agriculture, donc de la nourriture. Et nous, ce que l'on veut, c'est simple. Nous, on veut une qualité de nourriture dans nos assiettes.
Donc après, on peut s'adapter, mais aujourd'hui, on se rend compte, tout du moins ici, que ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'abord de l'environnement, après de l'environnement, et comme disait, la commission agricole doit s'adapter aux décisions environnementales de la commission et, à mon avis, de la présidence, quoi. Alors, peut-être mais il y a quand même un autre très grave problème que nous n'avons pas abordé, c'est la concurrence déloyale qui est orchestrée ici avec les traités de libre-échange et qui donne la possibilité à importer des États-Unis, du Canada, de la viande une année de l'Argentine, le Mercosur qui est en négociation, ou de Nouvelle-Zélande. Je suppose quand même que c'était également un sujet crucial parce que comment est-ce que nos agriculteurs sont positionnés vis-à-vis des traités de ces libre-échanges. Est-ce que vous avez eu des réponses? Parce que je sais que vous avez vu d'autres groupes politiques ce matin. On a rencontré, maintenant on a fait le tour, je pense entre Bruxelles et ici, on a rencontré tous les groupes politiques. Parce que de toute façon, il y a des députés dans tous les groupes qui comprennent très bien les problèmes de l'agriculture. Bon, il y a tout ce qui est surtransposition de normes, tout ça qui est au niveau français. Mais au niveau européen, effectivement, c'est ce que je redis, ce que j'ai dit au départ, c'est le cœur du sujet, le cœur du problème. C'est pas la peine de vouloir nous dire beaucoup de choses. Si de toute façon on continue d'importer, alors je vais d'abord prendre à l'extérieur de l'Europe de produits qui correspondent aucunement à nos normes et à nos standards de production. Donc ça, c'est pas la peine. Tant que ça sera maintenu, donc nous, pour avoir des prix, on demande, notre mesure phare, c'est de sortir les produits agricoles de ces échanges internationaux et mondiaux. Parce qu'on ne peut pas produire à armes égales, on va dire, des produits, nous, de qualité, et que ça arrive en trompant le consommateur, des produits qui arrivent d'ailleurs, qui correspondent à rien. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études d'économie pour comprendre que pour se tuer, il n'y a qu'à faire ça. Je dirais même, il s'agit d'une question de sécurité alimentaire, enfin, parce que nous ne savons pas... Après, c'est la sécurité alimentaire. Bien sûr. Oui, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ces produits ont été produits. Mais c'est la sécurité dans un premier, à court terme, et c'est l'autonomie à long terme. Quand on parle, nous, d'exception agriculturelle, c'est qu'on voit quand même que si on ne conserve pas l'agriculture, le type d'agriculture qu'on a là, qui produit ces produits de qualité que tout le monde reconnaît, enfin quand on a le salon de l'agriculture à Paris, qu'on voit comme il est reconnu, et que le lendemain, en fait, on n'a plus rien à faire de ce qu'on a dit. Donc de toute façon, voilà, je pense que tout est expliqué là-dedans, hein, mais tout le monde le comprend. Le problème, c'est pourquoi les actes ne suivent pas. Alors là-dessus, on peut s'en prendre qu'aux députés européens, hein, puisque bon, pour nous, c'est tous les petits hommes gris, comme disent certains. Bon, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire à ce niveau-là? Et on va vers des élections européennes. Donc, de toute façon, la pression, elle va continuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez être assuré qu'elle va continuer aussi en direction de vos parlements. Hein. Je vous entends bien. Monsieur Legras, les clauses miroirs aussi, c'est un concept dans les traités de libre-échange que normalement l'Union européenne, quand elle autorise l'importation de produits sur les territoires français ou dans un des États membres de l'Union européenne, normalement, il y a le respect de clauses miroirs. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est les clauses miroirs et là où ils ne sont pas respectés, où ça pose un véritable souci pour nos filières à nous? Alors, on dit normalement, mais dans tout ce qui est importé, les clauses miroirs ne sont pas aujourd'hui suivies ni acceptées à partir du moment où c'est des conditions pour qu'il y ait ces fameux échanges. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les produits qui viennent hors Europe, les clauses miroirs, sont rarement, je dirais, respectés. Pourquoi? Parce que les normes ne sont pas les mêmes. On se met un fardeau sur le dos pour produire de façon très, très rigoureuse au prix mondial. Donc on exporte des produits haut de gamme et on importe des produits bas de gamme. Ça, c'est pas d'aujourd'hui et on ne comprend pas, on découvre, moi quand j'entends des politiques ou même des responsables, je dirais, d'agro-industrie qui découvrent ça, mais il faut savoir que ça existe depuis des années, pour pas dire des dizaines d'années, cette, je dirais, cogestion d'accords et on découvre ça depuis 15 jours, ce qui est honteux parce que les gens sont de mauvaise foi. Je vais prendre un seul exemple. On nous dit il y a trop de vaches, il y a trop de ceci, la méthanisation. Aujourd'hui, la pollution européenne, c'est 7% de la planète. Bah oui. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a trop de vaches. Alors, j'ai pris quelques chiffres parce que ça, c'est marquant. En 1980, il y avait 7 millions de vaches, mais il y avait quand même 20 millions de voitures. Aujourd'hui, avec la réduction qu'on a 40 ans après, on a 3,5 millions de vaches et on a quand même 40 millions de voitures. Donc, qui, je dirais, pollue plus ou moins? Je pense que l'agriculture, malgré elle, puisque souvent c'est des gens, parce que les exploitations n'ont pas été reprises, a déjà fait un très gros effort. Je ne suis pas sûr que ce soit encore elle d'en faire aujourd'hui.
Oui, parce que l'agriculture française est connue pour avoir fait parmi les plus grands efforts dans toute l'Union européenne en matière d'adaptation de ces procédés, en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. On est reconnu dans le monde entier pour les produits et la qualité des produits qu'on offre. Enfin, j'aimerais bien rappeler le scandale du lait en Chine. Les Chinois ont acheté quand même nos productions de lait pour nourrir les petits bébés chinois qui peuvent se les permettre avec du lait français. Mais depuis 15 jours, en tant que professionnel, on entend de tout, puisqu'on a nous-mêmes participé sur beaucoup de plateaux, mais on entend encore de tout. C'est-à-dire quand on dit par des responsables politiques très honorables, ou je dirais très connus, qu'on n'a pas fait d'efforts en produits phytosanitaires, c'est faux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la mauvaise foi devrait être également blâmée. Aujourd'hui, il faut savoir que les produits phytosanitaires ont fortement baissé, aussi bien en volume qu'en intensité, puisqu'on a des nouvelles normes. Par contre, comparativement, il y a des nouveaux produits pour des productions plus bio qui ont fortement augmenté, et on mélange tout. Alors, ça ne me dérange pas qu'on dise que ça a baissé à un endroit et qu'il y a des produits, je dirais, un peu plus naturels qui ont augmenté, mais on met tout. Alors, il y a une volonté de tromper non seulement, je dirais, le consommateur, mais de tromper les médias. Et ça, c'est pas sympa. Je dirais même plus que c'est malhonnête. Il y a un autre aspect, parce que moi, j'essaie toujours de comprendre qui gagne de l'argent avec ça. Qui gagne de l'argent avec ces politiques destructrices qui viennent de Bruxelles et de Strasbourg. Je dis toujours aux gens, quand je me suis installé en 97, le prix du blé était à 1300 francs, ce qui correspond à peu près à 190 €. 200 € la tonne. Aujourd'hui, ce même blé est à 190-200 €. Les prix équivalents à 97. Quand les gens faisaient leurs courses, ils achetaient une baguette 1 franc. Aujourd'hui, ils l'achètent 1 €. La marge est bien donc entre les deux. Ce n'est pas l'agriculteur qui coûte cher au consommateur, c'est bien les personnes qui sont entre les deux. Oui. C'est les personnes qui sont entre les deux. Donc, on est bien dans un système où l'écologisme extrémiste s'est retrouvé quelque part avec un système de la grande distribution, des intermédiaires qui se font de l'argent sur le dos des agriculteurs français en acceptant d'acheter les produits de l'étranger. C'est bien ça que je comprends. Oui. On peut voir les choses comme ça, mais on ne veut pas non plus opposer agriculture et écologie. Hein. On voit bien tous le changement climatique comme il est, on voit bien les évolutions qu'on doit faire, qu'on a toujours fait. L'agriculture a toujours répondu aux défis qu'on lui a demandé, donc elle le fera encore, bien sûr. Les produits phytosanitaires, s'il y a de nouveaux produits qui peuvent remplacer des moins nocifs, on sera les premiers, on est les utilisateurs. Enfin, quand on parle d'écologie, on est bien les premiers à protéger quand même nos sols. Vous travaillez avec. On travaille avec. Si demain ça ne marche plus, on sera les premiers pénalisés. Donc après, c'est l'écologie extrémiste, parce que je pense qu'avec beaucoup de personnes raisonnables, on peut se retrouver sur beaucoup de choses au niveau de l'écologie. Il y a des excès, quand on parle du bien-être animal, par exemple, des prédateurs. Moi, je suis dans une région où il y a des loups, il y en a beaucoup. Quand on voit le temps qu'il faut pour que les parlements fassent évoluer les législations, c'est dommage qu'on se dise qu'il faut que le pauvre poney de notre présidente Van der Leyen soit mangé par un loup. Pour que nous, c'est souvent, il y a 20 ans que ça dure. Il y a 20 ans que ça dure. Alors ça dépend qui ça touche, ça peut aller plus vite, c'est ce qu'on s'aperçoit. Donc quand on veut avancer, on peut. Voilà. Après, je ne sais pas quoi dire d'autre, moi, sur l'écologie. Punitive. Punitive, voilà. Alors quand on veut nous mettre, on est capable d'avancer à condition qu'économiquement, on arrive à tenir. Alors c'est sûr que peut-être que ce qui était décliné en termes d'objectifs n'était pas du tout réaliste. C'est ce qui fait aussi que ça adressait les gens. On prend le bio. On a tous des agriculteurs qui font du bio dans tous les syndicats. On en a beaucoup chez nous. La présidente est en bio, par exemple. Quand on voit la commission, alors vous en faites partie, je ne sais pas si vous en faites partie, qui c'est qui décide, mais quand on nous fixe des objectifs de doubler la production bio, alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont en bio sont en train de revenir en conventionnel parce que le conventionnel est mieux payé, là, je vais vous dire, c'est pas, on ne tourne pas les panneaux pour dire on marche sur la tête, c'est qu'on est tombé sur la tête. Monsieur Convert, ça veut bien dire, oui, on marche sur la tête. D'ailleurs, on a retourné les panneaux du village, le drapeau hollandais est retourné. Partout, les agriculteurs montrent qu'on marche sur la tête. Alors maintenant, comment on peut s'en sortir ? Comment on peut s'en sortir ? Peut-être que mon collègue va mieux décliner, mais de toute façon, il y a un mouvement européen, et c'est nouveau. Parce que je pense que cette politique agricole
Nous, on ne pense pas qu'elle puisse aller à son terme. Il faudra la remettre sur la table à un moment. Oui, alors on va revenir là-dessus. Juste un petit rappel des mouvements en fait, européens. Oui. Ça a commencé avec le mouvement Farmers des Pays-Bas, hein, qui ont commencé en 2019 à mobiliser d'abord les agriculteurs et les éleveurs, parce que, souvenons-nous, le gouvernement néerlandais, sous impulsion des politiques européennes, avait décidé de supprimer 3000 élevages, hein, parce qu'il paraissait que les vaches, les petits pets des vaches, polluaient plus que les voitures, comme vous disiez. Suite à ça, ils ont obtenu le soutien de toute la population agricole, et finalement, également dans les villes, parce que les gens se sont bien rendus compte que la sécurité et la qualité alimentaire des productions de leur propre pays étaient éminemment plus sûres que ce qu'on importait de n'importe où. Donc, après les Hollandais, les mouvements ont commencé ailleurs, et vous avez vu que l'an dernier, les agriculteurs hollandais ont quand même réussi à renverser le gouvernement qui mettait en place le projet, le Farm to Fork, le Green Deal de l'Union européenne. Les farmers aux Pays-Bas les ont renversés. Donc, il faut bien dire, voilà, le succès de ce mouvement, je pense qu'il a été copié dans d'autres pays où il y a une prise de conscience qui dit, bon, peut-être on peut faire pareil et peut-être faire bouger les choses. Donc, Monsieur Legras, j'aimerais bien entendre votre avis sur le mouvement européen, parce que vous étiez là il y a une semaine à Bruxelles. Je vous ai vu parler avec vos partenaires irlandais, espagnols, italiens, flamands, néerlandais, j'en oublie certainement. Qu'est-ce qui sont les sujets qui vous unissent au sein de ces combats où vous avez chacun des prérogatives au niveau national, des problématiques particulières qui sont liées à la France ou à l'Italie ou à d'autres pays? Qu'est-ce qui vous unit en tant qu'agriculteur, en tant que syndicat agricole, en tant que mouvement agricole Farmers Europe? Qu'est-ce qui vous unit entre vous? Bon, déjà, on est tous tombés d'accord sur un seul point. Là, la première fois qu'on a discuté, puisqu'on a discuté de 3 heures, le combat européen va continuer. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, il faut qu'on est en train de travailler sur des corrélations, parce que c'est important qu'on se mette d'accord sur beaucoup de points pour que, justement, on puisse avoir les mêmes revendications, je dirais, sur une grande partie, pour ne pas dire la totalité des pays. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je pense qu'on est en train de réfléchir, et je dois aller d'ailleurs me rendre dans d'autres pays dans les semaines qui viennent, je pense qu'il faut qu'on aille vers un système, comme vous dites, European Farmers, c'est-à-dire qu'il y a déjà des pays qui sont partis dans cette union, et je pense qu'aujourd'hui, quoi que disent nos pays, quoi que disent nos dirigeants, le cœur aujourd'hui de l'agriculture de l'Europe, il est ici, il n'est pas dans nos pays. Donc je pense qu'il ne faut plus qu'on se trompe de cible. On va aller jusqu'au bout des demandes et des possibilités de nos pays, mais on ne va pas laisser tomber le système important. Et le système important aujourd'hui, c'est bien l'organisation de l'agriculture européenne au Parlement, aux 2 parlements européens, qui se fait au détriment des agriculteurs de la base qui n'en vivent plus. Et c'est-à-dire, comme on se disait ce jour-là, les agriculteurs européens ne vont pas mourir en silence. Aujourd'hui, on importe, on continue d'importer, les possibilités et les accords de libre-échange se multiplient. Comme vous avez pu voir, on a trouvé des poulets qui avaient 2 ans de congélation qui venaient pour être travaillés en France et en Europe. Je n'ai pas vu nos politiques s'offusquer de cela. Donc c'est quand même honteusement, parce que c'est honteusement irresponsable, parce qu'aujourd'hui, ces poulets, ils vont nourrir des populations françaises ou européennes, et ça chagrine personne. Donc aujourd'hui, la démarche est bien européenne. Je pense qu'on va aller vers un mouvement et je dirais un regroupement, je dirais sous une forme ou une autre européen, pour ne pas lâcher aussi bien dans nos pays qu'à Bruxelles ou à Strasbourg. Monsieur Legras, Monsieur Converse, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu ici pour vous expliquer, pour nous expliquer vos revendications. Je suis ravie, à titre personnel, de voir que votre mouvement a pris une forme intersyndicale, internationale, européenne, pour défendre non seulement la pérennité des agriculteurs français, la pérennité de l'agriculture et des exceptions agriculturelles en Europe, et bien évidemment de défendre la qualité des produits que mangent les Français et les Européens dans leurs assiettes. Je vous remercie beaucoup de votre présence ici aujourd'hui au Parlement, et je vous assure de tout notre soutien pour votre combat, car votre combat, c'est le nôtre.